Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Eh bien, bonjour mes très chers enchanteurs, on se retrouve donc pour la magie des contes en compagnie de notre merveilleuse Agnieszka. Coucou Agnieszka. Coucou Alina. Oh, ça fait plaisir de t'entendre. Eh bien moi aussi. Et oui, alors exceptionnellement, pour ce dimanche, tu n'es pas avec nous, donc c'est une émission qui est enregistrée. Et ce matin, tu vas nous faire découvrir La princesse au petit pois, c'est bien ça? Oui, exactement. Et là, à l'heure actuelle, je serai dans l'avion à ce moment-là, quand vous écouterez cette petite chronique. Waouh, dans l'avion, merveilleux. Voilà. Et oui, je ne peux malheureusement pas être avec vous aujourd'hui en live, mais c'est comme si j'étais là. Tout à fait. Avec nous dans nos cœurs. Voilà. Alors, vous êtes prêts? Oui. Alors attention, c'est parti. Poussière d'étoiles, mes très chers enchanteurs. Alors, bonjour mes chers amis enchanteurs. J'espère que tout va bien pour vous en ce dimanche de février, ensoleillé ou pas, que votre tasse de thé, de chocolat ou de café danse comme au pays des fées. Alors, j'espère que vous avez bien dormi aussi parce que aujourd'hui, je vous ai concocté une chronique croustillante sur un conte où il ne faut surtout pas avoir le vertige, où les princesses insomniaques et hypersensibles raffolent de cette histoire extravagante. Sans parler d'un minuscule petit pois, tout rond, tout vert, qui nous donne le sourire aux lèvres. Mais arrêtons le bavardage d'une cour royale, je vais vous parler d'un des plus petits contes d'Andersen, La princesse au petit pois. La princesse au petit pois, aussi intitulée La princesse sur le pois ou La princesse, la vraie princesse. Voilà, il y a 3 titres en fait, on peut l'appeler de ces trois façons. Oh là là. Alors, c'est un conte danois de Hans Christian Andersen, paru le 8 mai 1835. Au début, très moquée au Danemark, cette histoire est devenue une référence dans les livres de contes pour nous amuser. L'imaginaire débordant d'Andersen n'est pas compris dans son pays. Et oui, malheureusement. Il est même très critiqué, même agressivement. Et pourtant, il connaîtra le succès à l'étranger, car Andersen est un grand voyageur et sa baguette magique, eh bien, c'est sa voix parlée. Andersen est un narrateur captivant et tous ceux qui le rencontrent ne demandent qu'à écouter ses histoires. Alors, de ce succès, son pays lui fera quand même les honneurs, mais seulement quelques années plus tard. Parce que Andersen a tout de même été reconnu de son vivant dans son pays grâce à ses contes pour enfants, traduits en une centaine de langues et appréciés dans le monde entier. Parce que aussi, il a une personnalité étrange, mais très attachante. Et aussi une chose, il fait partie des hypersensibles. En Angleterre, il rencontre Charles Dickens. En Allemagne, il rencontre les frères Grimm et en France, il se lie d'amitié avec Honoré de Balzac, Lamartine et, paraît-il, Victor Hugo. Même Alexandre Dumas l'appelle le bon, l'aimable poète danois. Et c'est enfin en 1860 qu'il est reçu par le roi Christian IX de Danemark à Copenhague comme un membre de la famille et il devient le conteur de ses enfants. Il est alors le plus célèbre de tous les Danois vivants. Et Andersen y prend sa revanche sur sa vie d'enfant pauvre et méprisé. D'ailleurs, il dit « Ma vie est un beau conte de fées, riche et heureux ». Et aussi, c'est une sacrée revanche sur ses détracteurs qui ont tout fait pour l'anéantir en tant qu'écrivain, conteur pour enfants. Donc, il faut comprendre le vécu d'Andersen pour comprendre l'histoire de la princesse au petit pois. Alors, nous allons passer à cette histoire. Je vais vous la conter. Elle est très courte, mais il y a beaucoup de choses à dire dessus. Il était une fois
un prince qui voulait se marier. Mais il ne voulait épouser qu'une vraie princesse. Alors, il voyagea dans le monde entier. Il rencontra beaucoup de demoiselles qui avaient le titre de princesse. Mais il y avait toujours quelque chose qui lui déplaisait. Des princesses, il n'en manquait pas. Mais étaient-elles de vraies princesses? C'était difficile à apprécier. Toujours une chose ou l'autre ne lui semblait pas parfaite. Et le prince rentra chez lui tout triste. Il aurait tant voulu avoir une véritable princesse. Un soir, il fit un temps épouvantable. Les éclairs et le tonnerre se déchaînèrent dans le ciel et une cascade de pluie effrayante tomba devant le château du prince. Lorsque soudain, on frappa à la porte. Le vieux roi alla ouvrir. Et que vit-il dans la pénombre? C'était une demoiselle qui était là dehors. Mais grand Dieu, de quoi avait-elle l'air sous cette pluie, par ce temps? L'eau coulait de ses cheveux et de ses vêtements, entrait par la pointe de ses chaussures et ressortait par le talon. Et à chaque pas qu'elle faisait, on entendait floc, floc. Et elle prétendait être une véritable princesse. C'est ce que nous allons voir, pensa la vieille reine méfiante. Alors la reine alla dans la chambre à coucher, retira la literie et mit un petit poids au fond du lit. Elle fit mettre ensuite 20 matelas empilés les uns sur les autres sur le petit poids, et par-dessus, elle mit encore 20 édredons de plumes. C'est là-dessus que la princesse, soi-disant, devrait coucher cette nuit-là. Ce lit était si haut qu'il fallait une échelle pour y monter. Au matin, on demanda à la demoiselle comment elle avait dormi. Et elle répondit: « Oh, affreusement mal! Je n'ai presque pas fermé l'œil de la nuit. Dieu sait ce qu'il y avait dans ce lit. J'étais couchée sur quelque chose de si dur que j'ai eu des bleus noirs sur tout le corps. C'était terrible. » Alors, ils reconnurent que c'était une vraie princesse, puisque, à travers les 20 matelas et les 20 édredons de plumes, elle avait senti le petit pois. Une peau aussi sensible et délicate ne pouvait être que celle d'une authentique princesse. Le prince la prit donc pour femme, sûr maintenant d'avoir une vraie princesse. Et le petit pois fut exposé dans le cabinet des trésors d'art, où toute la cour puisse l'admirer. On peut encore le voir aujourd'hui, si personne ne l'a pris. Et ceci est une histoire véritable. Voici la fin de cette courte histoire. Et oui, c'est court, mais c'est beau, hein. C'est très beau. Alors voilà, donc il y a plein de choses à dire par rapport à cette histoire, et c'est très drôle parce que cette histoire est très demandée dans les contes, dans les médiathèques, je vois même dans les spectacles pour enfants. À chaque fois qu'on parle de la princesse au petit pois, les gens, ils adorent. Ils adorent voir ce lit avec ses 20 matelas, ils trouvent ça très drôle. C'est vrai qu'il y a une originalité quand même, parce que 20 matelas, est-ce qu'il y a un symbole? Tu as pu un petit peu... Ah, j'ai tout décortiqué, les petites choses, les petites pépites. Oui, oui. Alors, il y a plusieurs raisons, en fait. Pourquoi Andersen il a écrit ce conte? Déjà, pour plusieurs raisons. Déjà, il se moque quand même un peu de la noblesse. Hein. Et il faut savoir qu'il n'était pas encore reconnu à ce moment-là, quand il l'a écrit. Hein. Alors, il s'est lâché un petit peu, tu vois. Il faut 20 matelas, 20 édredons sur un petit pois et monter sur le lit avec une échelle pour aller dormir tout en haut, pour vérifier si la jeune femme est bien une vraie princesse. Hein. Andersen, il tourne un petit peu, il montre ça un petit peu
le ridicule de l'étiquette royale aussi, hein, Oui. dans mes recherches. Hein. La reine, donc la future belle-mère, et oui, il y a encore une rivalité un peu avec la belle-mère et la belle-fille, hein, où la reine, elle pense que la jeune femme n'est pas une princesse, hein, elle n'est pas assez bien pour son fils. Donc cette fille, elle ment à cause de son apparence, avec ses vêtements mouillés. Voilà, parce que quand elle arrive au château, évidemment, elle est toute mouillée, on ne croit pas du tout que c'est une princesse. Et cela montre à quel point on peut coller aussi des étiquettes sur des personnes, sur de fausses apparences, sans connaître la vérité. Déjà, avec ses vêtements, c'est vrai, c'est pas parce qu'elle avait des vêtements mouillés et qu'elle ressemblait pas à une princesse qu'il fallait dire, bah non, c'est pas possible. En fait, il nous montre qu'il faut voir au-delà des apparences. Voilà, exactement. Mmh. Parce qu'une femme, elle peut avoir de l'allure, dans de beaux vêtements, un rang. Ça ne fait pas d'elle une personne de valeur. Ce sont ses actions qui déterminent sa personnalité, princesse ou pas. Donc là, on perçoit bien la différence entre la noblesse du cœur et la noblesse que l'on imagine toujours quand on pense au mot noblesse, c'est-à-dire tout ce qui est, voilà, pas malsain, mais tout ce qui est lié justement au fait on est riche, on est bien apprêté, etc. Oui, tout à fait. Oui. C'est un petit peu, je vais reparler encore des réseaux sociaux, mais c'est vrai. C'est pas parce que quelqu'un présente des belles vidéos ou des belles, tu vois, des belles choses, c'est forcément une personne bien. Mm. On va coller une étiquette où on va dire, ah bah non, elle fait des belles vidéos, ah bah non, je vais te coller une étiquette, bah non, elle est pas bien. Tu vois, on va coller des étiquettes sur des gens et en fait, on les connaît pas. C'est vrai. Tu vois, c'est là parce qu'elle a des vêtements tout mouillés, c'est pas possible que ce soit une princesse, parce qu'une princesse, elle va arriver en carrosse, tout, elle va pas être mouillée du tout. Donc, c'est un peu bizarre, ça déstabilise voilà, l'étiquette. Et puis, on renvoie toujours, hein, quand on découvre quelqu'un, un univers, etc., on renvoie également toujours et puis notre propre personnalité, nos propres envies, comme tu expliquais. C'est vraiment le reflet du miroir. Donc, Oui. Dans le côté beau comme dans le côté très négatif aussi. Hein. Oui, voilà, exactement. Et voilà, et on retrouve aussi cette rivalité encore belle-mère-fille. Hein. La reine qui critique quand même gracieusement sa bru, un petit peu, pour lui mettre tous ses matelas, elle lui met un petit peu des petites étapes à franchir avant, voilà. Je trouvais ça rigolo. Mais il y a surtout quelque chose dans ce conte qui m'a fait un petit quelque chose et tu vas comprendre. Voilà, on arrive à un trait de la personnalité d'Andersen. Et comme j'en ai parlé, c'est un hypersensible. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des hypersensibles ici? Oui. Ah, voilà. Donc, moi aussi, je sais, j'en suis une hypersensible. Donc, Andersen, il ressent tout autour de lui. Voilà, comme s'il était un miroir qui captait tout reflet. Et on sait que les hypersensibles, ils ont des antennes. Hein. On ressent les énergies hautes ou basses autour de nous à puissance 1000. Hein. Je confirme, oui, oui. Voilà, on sait, et c'est pourquoi Andersen l'était. C'est pourquoi ces contes, et ce conte, il reflète aussi son vécu. Parce que c'est pas facile à gérer d'être hypersensible. Hein. Voilà, comme je dis, on a des antennes, on peut ressentir aussi bien du négatif que du positif à puissance 10 000. Et il y a justement une anecdote dans ce conte. D'ailleurs, lorsque la princesse apparaît soudainement un soir de mauvais temps devant la porte du château, alors que le prince n'a plus d'espoir. Eh bien, en fait, Andersen, il s'est inspiré pour écrire cette scène d'un événement paranormal qu'il a vécu dans un château au Danemark. Non, sans rire. Oui, oui, là, je te dis, où dans son journal, il a raconté avoir vu un véritable fantôme. Non. Et il a transporté en fait cet événement dans son histoire de la princesse au petit pois. Comme je dis, lorsque la princesse arrive sous la pluie à la porte du château, tu vois, quand le roi il ouvre, là, on a du mal à la distinguer dans la pénombre. Ça fait un peu peur, mystérieux, tu vois.
Et en fait, Andersen, il fait vraiment le lien entre ce fantôme et la princesse. Comme s'il ne faisait qu'un. Tu vois, elle apparaît soudainement. C'est l'apparition, voilà, de ce qu'il a vécu. Alors, il s'inspire probablement, d'après mes recherches, parce que tout ça, c'est des recherches que j'ai fait vraiment des trésors que j'ai fait. J'ai regardé même au Danemark. Je suis allée carrément. J'ai même fait des traductions et tout. Énorme. Quand je disais Les Enchanteurs qu'on a vraiment énormément de chance d'avoir Agnieszka, franchement, tu fais un travail de dingue. De dingue. Écoute, moi, c'est un plaisir, c'est un bonheur de décortiquer tout ça. Tu sais, moi, je t'ai déjà dit, je voulais être archéologue, moi. Oui. Je voulais trouver les petites choses, les choses, le mystère. Moi, ça m'a toujours fasciné de découvrir voilà, le mystère. Alors, comme je dis, apparemment, Andersen, il s'inspire très probablement de la Dame Blanche du château d'Egeskov, situé sur l'île de Fioni au Danemark. Alors, il est le château à douve le mieux conservé d'Europe. Je te donnerai les photos et le lien. Donc, Andersen, il adorait se promener dans ce château et dans les châteaux au Danemark, déjà pour se nourrir d'idées. Et comme c'est un hypersensible lui-même, il devait être bien en connexion avec les esprits de certains lieux. Il devait ressentir les énergies quand il rentrait dans une pièce. Et c'est pour ça qu'il se promenait beaucoup dans les châteaux. Donc un autre passionné de château, c'est juste magnifique, vraiment. Ah oui, c'est Andersen, moi je l'adore. J'adore. Je comprends, je te comprends. Bah oui, parce que le château féerique d'Egeskov, c'est le plus beau bâtiment Renaissance d'Europe du Nord. Mais malheureusement, il abrite un esprit. Donc j'ai parlé de la Dame Blanche. La Dame Blanche du château, elle s'appelle Rigborg. Et en fait, c'est une jeune femme qui s'est suicidée à cause d'un amour non réciproque. Aujourd'hui, elle se promène dans les couloirs du château dans la même robe blanche qu'elle portait au moment de sa mort. Alors, j'ai fait la relation avec la princesse au petit pois, parce que lorsqu'elle va dormir sur les 20 matelas et qu'elle est dérangée toute la nuit, soi-disant, par le petit pois, elle se retrouve avec des marques comme si elle avait lutté de cette nuit épouvantable. Et puis en plus, les chemises de nuit des princesses à l'époque, elles étaient toutes blanches. Voilà, comme la robe de la Dame Blanche. Oui, c'est vrai en plus, ce que tu dis, ouais. En dentelle et tout. Voilà, elles étaient, bah oui, parce que les couleurs, après, voilà, c'est toute une histoire par rapport à la mode. Donc c'est vrai que quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais oui, c'est tout à fait ça. C'est ça, vraiment une relation. Et comme je dis, Andersen était un hypersensible et il ressentait tellement les choses. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a été très critiqué. On avait du mal à accepter qu'il pouvait avoir autant de sensibilité. C'était moins bien vu chez les hommes à l'époque. Oui, en plus. Et un homme sensible, oh là là, ça, c'était pire. C'est encore une femme, on dit oui, elles sont sensibles et tout. Mais un homme, c'est plus difficile à gérer. Parce qu'un homme, il ne faut pas montrer de sensibilité, voilà, il faut être fort, il ne faut pas pleurer, voilà. Il faut se tenir en société, il ne faut pas montrer ses émotions, etc. etc. Voilà. Et je pense qu'il en a beaucoup souffert. Et en plus de ça, comme il venait d'un milieu pauvre, en plus, on lui a bien fait comprendre. Tu vois? Donc, ça l'a énormément blessé. Mais il a pris sa revanche. Il a pris quand même sa revanche parce qu'il a été récompensé beaucoup à l'étranger. Et après, dans son pays, il est même devenu conteur quand même des enfants du roi de Danemark, quand même. C'est quand même pas rien, quand même. Ah, c'est clair. Mais bon, plus tard, mais enfin voilà. Alors, on peut se demander aussi la morale, en fait, de l'histoire de la princesse au petit pois. Alors, il existe plusieurs morales, comme quoi il ne faut pas juger les autres en fonction de leur apparence. Bon, c'est l'interprétation morale la plus répandue. Voilà, parce que la jeune femme est négligée et la reine en déduit qu'elle ne peut en aucun cas devenir une princesse. Voilà, ce qu'on avait vu un peu.
Mais bon, il y a des symboles dans cette histoire et on va prendre le premier, c'est le petit pois. Et oui, le petit pois. Pourquoi le petit pois? Ça, mystère et boule de chewing-gum. Hein. Pourquoi le petit pois? Boule de chewing-gum, exactement. Eh bien, le petit pois, déjà, il représente le symbole de la vraie nature de chacun. Indépendamment des différents niveaux de la classe sociale, la princesse réussit le test du petit pois parce qu'elle ressent sa présence. Cela montre qu'elle est authentique. Elle n'a pas peur de reconnaître ses propres problèmes et difficultés, que sa nuit a été affreuse. Tu vois, elle le dit, ça, qu'elle a passé une nuit épouvantable. Au lieu d'être hypocrite et vouloir plaire à tout prix pour se faire épouser et rentrer dans la famille royale. Donc la princesse, c'est une hypersensible. Elle a la peau délicate et le petit pois lui a causé quelques bleus. Elle a ressenti qu'il y avait quelque chose de bizarre. Et donc c'est vrai que les hypersensibles ont beaucoup d'intuition et sont des êtres délicats. Il faut prendre soin d'eux. Et oui. Alors, de qui s'est inspiré Andersen pour cette adoration du petit pois? La question est... Alors là, j'en ai pas la moindre idée. Hein. Eh bien, parce qu'il a voyagé beaucoup, Andersen. Et comme il a rencontré énormément d'écrivains, comme j'ai dit, qui étaient quand même très importants, il s'est nourri beaucoup de la France. Il a adoré la France. Et en fait, c'est grâce à la légendaire gloutonnerie de Louis XIV que le petit pois s'est invité en France au XVIIIe siècle. Il s'est inspiré en fait de Louis XIV. À l'époque, la cour, à l'image du roi Louis XIV, a été prise d'une véritable folie pour le petit pois. On le consommait en purée, en soupe, on le cuisinait avec des lardons. Le roi Louis XIV, qui était un gourmet, mais également un sacré gourmand, s'est jeté sur cette nouveauté et il a ordonné qu'il soit tout de suite cuisiné. Alors, du jour au lendemain, toute la cour, oui, parce que tout le monde voulait faire comme le roi, tout le monde voulait des petits pois. Voilà. On voulait faire comme le roi. Une véritable folie. Les gens se rendaient malades et même Louis XIV a manqué de mourir d'une indigestion en 1706. Mais voilà. C'est énorme ce que tu nous dis là. Hein. Oui, parce que Louis XIV, c'était un influenceur. Oui. Voilà, du petit pois. Et oui, il aurait pu faire son Instagram et il aurait pu être suivi incroyablement. Par des milliards de gens à l'époque. Mais alors, en plus, c'est marrant ce que tu me dis parce que au niveau du symbolisme du petit pois, en magie, on utilise le petit pois pour attirer l'abondance. Hein. Donc la richesse, l'abondance, l'amour, la guérison, la protection, etc. Mais l'abondance surtout. Donc tu vois, peut-être qu'ils savaient ça aussi à l'époque. Qui sait? Oui. Certainement. Oui, parce que les rois, ils avaient souvent un astrologue, des choses comme ça, des personnes qui pouvaient pouvoir le diriger vers une identité du petit pois, savoir à quoi ça correspond. Et puis surtout, ce qu'il faut savoir, mes très chers enchanteurs, c'est qu'en plus, si vous semez une intention avec le petit pois, eh bien, vous allez donc avoir non seulement l'abondance, mais aussi la richesse, une croissance personnelle et aussi une évolution au niveau de votre pouvoir personnel. Donc peut-être qu'il y a un lien, peut-être. En tous les cas, c'est le roi Louis XIV qui est devenu, avec ce petit pois, complètement... c'était la folie. Parce que le roi, il y prend tellement goût, il en fait planter, en fait, dans son potager à Versailles. Donc, mais ça, le petit pois, c'était vraiment, pour lui... c'était même trop. Il était fou des petits pois. C'est pour ça que je pense qu'Andersen, il a dû rigoler. Je dis, tiens, on va prendre le petit pois. Parce que... Alors... Voilà, puis toute la cour, en plus, qui suit ça. Voilà, donc c'est pour ça que le petit pois, il s'est moqué de ça. Donc, quelque part, il s'inspire peut-être aussi donc, de la cour de Louis XIV dans cette histoire, alors, dans tout ce qu'il y a de sombre et de lumineux également. Oui.
Oui, bah oui, parce qu'il était fasciné hein, par les châteaux aussi Et oui. en France et il aimait beaucoup Versailles. Voilà. C'est Donc, énorme, hein. Tu sais toutes les corrélations qu'il y a avec Versailles dans les contes quand même. Hein. ah oui, Hein. ah oui, oui, c'est fou. Ah oui, c'est fou. Hein. Ah oui. Et tu vois, certains disent qu'il faut toujours laisser un petit pois dans son assiette, ce qui représente le fait de partager sa chance avec une autre personne. Hmm. Donc encore une corrélation avec le symbolisme du petit pois en magie, tu vois, dans le Voilà. folklore. Voilà. Donc, si vous mangez un petit pois, il faut en laisser un. Voilà, c'est comme ça. Oui, et puis même dans les rêves, le petit pois. J'ai regardé aussi dans le pois, qu'est-ce que ça signifie dans les rêves. Ah, moi, Et j'ai jamais rêvé de petit pois. Je sais pas vous les enchanteurs, je sais pas toi Agnieszka. non, je me rappelle pas. Je me rappelle pas d'avoir rêvé de petits pois. Moi, j'ai plus rêvé de château, moi, Oui, voilà. mais j'ai plus rêvé de château, peut-être de manger quelque chose, je sais pas, mais moi, c'est plus. Non, moi, je vais me promener, moi, dans les châteaux, moi. Ou dans les jardins, mais. Mais il paraît, en tous les cas, dans les rêves, si on les voit pousser, ça veut dire qu'on va avoir des entreprises heureuses. Si on les voit, on les plante, ça annonçait que vos espoirs sont fondés et qu'ils se réaliseront. Les cueillir, c'est annoncer que vos projets aboutiront à de bons résultats et que vous profiterez des fruits de votre travail. Voilà. Positif. Voilà, c'est positif. De toute façon, le petit pois est positif. Eh ben. Voilà, le petit pois. Oh là là. Alors, nous avons aussi d'autres choses. Nous avons par exemple le matelas. Ah Eh oui, oui. parce qu'il y a quand même 20 matelas. Parce que je me suis demandé comment on pouvait réussir à s'endormir en équilibre sur autant de matelas. Hein. Ce grand lit avec tous ces matelas représente la hauteur pour arriver au pouvoir jusqu'aux cieux. Hein. Voilà, c'est un petit peu ce symbole-là. Hein. Voilà, pour mettre 20 gros matelas douillets avec une échelle pour y monter, voilà, ça montre la puissance aussi, la supériorité de la noblesse aussi. Hein. Pas n'importe dans quel lit. Hein. Voilà, c'est un support essentiel du sommeil et des rêves. Le matelas, il conforte et amortit nos péripéties oniriques. Hein. C'est sa principale fonction. Voilà, le matelas, c'est un élément de confort non négligeable. Hein. C'est très important d'avoir un bon matelas pour éviter le mal de dos. Voilà, à l'instar du lit, il est le lieu des doux rêves. C'est un écrin du rêve, en fait, le matelas. Mais le petit pois est le grain de sable qui va mettre la reine, encore la belle-mère, hein, qui va embêter sa belle-fille et l'empêcher de dormir. Hein. Voilà, il ne faut pas avoir le vertige, voilà, qui représente en fait toutes les épreuves à parcourir avant d'arriver tout en haut. Eh ben, waouh. Tu nous apprends Voilà. des trucs, ma très chère Agnieszka. Vraiment, c'est merveilleux. Ah bah écoute, je suis faite pour ça. Je suis la Oui. fée archéologue, C'est ça. historique. Voilà. Alors aussi, parce qu'il y a aussi pourquoi 20 ? Le chiffre 20. 20 gros matelas, 20 édredons. Alors j'ai regardé le chiffre 20. Alors il symbolise aussi la dualité et l'équilibre. Le chiffre 20, il représente l'harmonie entre le matériel et le spirituel. Alors ce nombre est souvent associé à des concepts de justice et de vérité. Et les anciens, ils voyaient le chiffre 20 comme un pont entre deux mondes, unissant les forces opposées pour créer une unité harmonieuse. Il y a le côté du test, donc on va voir, est-ce qu'elle dit la vérité, elle ne dit pas la vérité. Est-ce qu'elle va pouvoir aller jusqu'en haut, est-ce qu'elle va pouvoir accepter, tu vois, parce qu'il faut accepter quand même d'arriver tout en haut de ces 20 matelas. Il y a peut-être même des princesses qui auraient dit, ah non, non, moi je ne veux pas y aller. Hein. Elle a été courageuse, cette princesse. Hein.
Moi, j'aurais eu peur que tout se casse la figure, que je me retrouve par terre. Et donc, nous allons passer aussi à la princesse, parce que la princesse qui apparaît soudainement, voilà, qui rappelle le fantôme d'Andersen, hein, qu'il avait vu dans le château, on en a parlé, bah, c'est une hypersensible, hein, voilà, qui nous montre ses véritables émotions. Voilà, qui arrivent, des émotions qui arrivent, qui repartent, enfin voilà, elle est vraiment authentique, hein. Parce que la morale du conte, quand même, est que le prince, il cherchait une princesse dans le sens aussi belle personne. Pour lui, une personne sensible est une princesse de cœur, mais pas forcément une princesse de sang aussi. Voilà, dans le conte. Mais la princesse au petit pois aussi, c'est oser être soi-même, oser dire des choses qui peuvent sembler idiotes. Voilà, c'est de dire ce qu'on pense. Voilà, donc c'est l'aspect féminin du rêveur, la princesse, hein, dans les rêves, dans le monde du rêve, hein, qui est représenté par la princesse. Elle symbolise la beauté intérieure, celle qui doit être révélée. Voilà, pour une femme, la princesse symbolise une part secrète et véritable de sa féminité. Et si un homme rêve d'une princesse, eh bien, ça symbolise que c'est la femme promise. Alors, nous allons parler aussi d'un autre, c'est le lit. Bah oui, parce que le symbole du lit, hein, on en rencontre beaucoup hein, dans les contes de fées, hein, pour la Belle au bois dormant, par exemple. Même quand Blanche-Neige, elle tombe sur le lit des nains, enfin bref. Le lit est très important dans les contes. Alors, le lit, c'est un symbole de repos, de sécurité, de confort, de bien-être, où l'être trouve refuge et apaisement. Le lit peut signifier le besoin de faire une pause, de se ressourcer ou de chercher un sanctuaire face au tumulte de la vie quotidienne. Alors, le lit est l'espace de la construction du moi, au-delà du moi social, car en rêvant, nous transcendons la réalité. Nous échappons au monde rationnel pour nous retrouver ailleurs. D'ailleurs, pourquoi ne pas mettre le lit en face de la porte? Souvent, on dit souvent, il ne faut pas mettre un lit en face d'une porte. Oui, je connais. Voilà, bah oui, parce que dans le cas où le lit est en travers face à la porte, il peut y avoir un effet de coupe sur le corps de la personne, créant ainsi une instabilité. Et c'est pour ça que des fois, il y a des personnes qui ne trouvent pas le sommeil, parce que la façon dont ils mettent le lit dans la pièce, c'est que le lit n'est pas à la bonne place aussi. Parce que je crois il faut voir le nord, le sud, il y a ça aussi par rapport à toi-même. Et de mémoire, j'avais lu également au niveau psychologique qu'il ne faut pas que notre lit se trouve vers l'entrée d'une porte, mais au contraire, il faut qu'on voit en fin de compte les gens arriver dans la chambre. Oui, comme ça. Oui, tout à fait. Et les miroirs, il ne faut pas qu'il y ait de miroir devant le lit. Oui, aussi. Enfin, devant le lit. On peut avoir un miroir dans la chambre, mais il ne faut pas qu'il soit à côté du lit, quoi. Ou devant, ou voilà. Enfin bon. Sinon, ça fait venir d'autres personnes, en fait, dans la pièce. Et oui, parce que le miroir a une magie très spécifique, hein, reliée entre les mondes. Voilà. Donc, tu es là, dans ton lit, puis tu vas voir une autre personne, en fait, qui va être en face de toi, dans le miroir. Non, 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 non. Alors, évidemment, dans ce conte, le monde du rêve est tout de même présent, même s'il est dérangé par le petit pois. Voilà, parce que c'est un monde imaginaire qui est au-delà du monde éveillé. Parce que les rêves sont souvent considérés comme des fenêtres sur l'inconscient, reflétant nos désirs refoulés, nos peurs profondes et nos préoccupations quotidiennes. Et oui, les rêves ont beaucoup à nous apprendre, car ce qui les compose, ce sont nos souvenirs et nos préoccupations. Ce qui les anime, ce sont nos émotions. Ce qui les organise, c'est notre fonctionnement mental. Et au final, ils sont un reflet de nous-mêmes. D'ailleurs, comme je reparle encore des personnes hypersensibles, hein, parce que ils vivent des émotions hein, qui peuvent être très très fortes suivant la situation. Et c'est vrai, souvent, les hypersensibles, on pense que ce sont des
personne fragile, mais non. Pour moi, c'est un super pouvoir de ressentir une situation, parce qu'on développe aussi son intuition également. Alors, on va parler aussi des insomniaques. Je ne sais pas s'il y a des insomniaques ici. C'est le fait de ne pas trouver le sommeil. On reste éveillé toute la nuit. Et oui, c'est vrai, je connais des personnes qui ne peuvent pas s'endormir avant 3 heures du matin. C'est dur à gérer. Et Andersen était insomniaque parfois lorsqu'il écrivait ses histoires. Et on dit souvent qu'on trouve l'inspiration la nuit pour créer. Voilà. Donc, il y a un petit rapport là-dessus. Je pense qu'il a mis en fait son vécu aussi dans La Princesse au petit pois avec son problème de sommeil aussi. Hein. Alors, je confirme, la nuit, effectivement, je trouve qu'on est vachement plus inspiré. Et en plus, en phase de pleine lune. C'est du vécu. Testez, vous allez voir. Ah oui, le jour de... Ah, mais la pleine lune, mais c'est terrible. Moi, je dors pas du tout. Ah, moi, je ne dors pas du tout. Donc, c'est peut-être prévu inconsciemment qu'on crée des choses à ce moment-là, qui sait? Ah ben oui, mais j'ai des idées, mais alors à n'en plus finir. C'est un embouteillage d'idées qui arrive. Voilà. Ça fuse de créativité, voilà, c'est ça. Et ben, voilà, t'es hyper sensible comme ça aussi, c'est merveilleux. Et oui, parce que, bon, c'est ce que j'ai lu un petit peu, c'est que nous autres humains du XXIe siècle, nous sommes devenus hypersensibles à la moindre contrariété. Nous sommes collectivement frappés du syndrome de la princesse au petit pois. Et oui, on parle du syndrome de la princesse au petit pois. Et parce que cette héroïne d'Andersen qui passe une nuit blanche en raison de cette bille minuscule glissée sous son matelas. Oui, les hypersensibles en fait. Le syndrome de la princesse au petit pois, c'est les hypersensibles. Là, tu nous apprends un truc, hein, Agnieszka, je ne savais même pas, je ne connaissais pas le syndrome de la princesse au petit pois. Vraiment. Oui, parce que c'est vrai qu'ils disent, en fait, en psychologie, enfin bref, que c'est des personnes qui ont en fait des émotions en fait qui sont très, très hypersensibles. Voilà. Alors, des fois, on est étiqueté un peu trop sensible. Mais bon, moi, c'est ce que je dis. Je rencontre des personnes qui sont hypersensibles et voilà, du moment qu'on sait qu'on est comme ça, on sait qu'il y a tels événements, voilà. Il y a des choses, on se retire, c'est tout. On ressent une émotion négative et on s'en va. Voilà, pour moi, c'est un pouvoir d'être hypersensible. C'est clair. Voilà, parce que quand même, tout de même. Alors, combien de personnages y a-t-il dans La Princesse au petit pois? Alors, l'histoire compte 4 personnages. Donc, il y a le prince, la princesse, le roi et la reine. Alors, il y a les souverains d'avant et les souverains futurs. Alors, il y a 4. Ah oui, le chiffre 4. 4 personnages. Alors, j'ai regardé un petit peu. Donc, le nombre 4, il symbolise une réalisation concrète, les fondations et la matière. Donc, le 4 est assimilé à la terre et donc profondément lié à l'aspect matériel des choses. Alors, le chiffre 4, bah oui, parce que le chiffre 4 sont les 4 saisons, les 4 côtés, les 4 coins d'un carré, le rare trèfle à 4 feuilles, symbole de chance, et les 4 directions, les 4 éléments, eau, feu, terre et air. Donc, c'est un chiffre plutôt pas mal. Plus que magique, même. Voilà. Et bah oui. Et oui, le trèfle. Oui. 4 feuilles. Alors, quelle est la théorie de la princesse au petit pois? Alors, je peux essayer de deviner? Vas-y, dis-moi. Avec tout ce que tu as pu nous dire depuis tout à l'heure, ce que je ressens, c'est qu'en associant les 4 éléments en nous, tout ça, ça fusionne et ça nous permet d'être réellement magique. Voilà, exactement. C'est vrai ? Tu vois, j'ai même pas besoin de le dire finalement. Tu viens de... Je commence à avoir de la bouteille. Tu poussières d'étoiles. Ça y est, c'est fait. Poussière d'étoiles. Poussière d'étoiles 10 000 fois, là.
Donc, le chiffre 4, et en plus, tu vois, avec le chiffre 20, tu vois, ça peut faire un multiple de 5. Donc, 4 éléments plus 1, 20. Donc, ça fait, oui. Donc, un l'éther. Donc, nous, on fusionne. Tu vois? Bah oui, il y a les 20 matelas. Voilà. Il y a les 20 matelas, mais aussi il y a les 20 édredons. Donc, ça fait 40. Ah ouais, carrément. Donc, oui, effectivement, ça fait un double. Et oui, il y a le 4 dedans. Mhm. Mhm. Que de symboles, les amis, que de symboles. Ah oui, c'est vraiment un conte quand même assez... il est court, mais il y a énormément de petites choses à décortiquer là-dedans. Et tu te rends compte aussi que en faisant ce travail, enfin, comment dire, toi-même, tu évolues, toi-même, tu te rends compte de certaines choses que tu ne verrais peut-être pas si tu ne décortiquerais pas justement tout le symbolisme autour du conte, tu vois? Ah ben complètement, moi il y a des choses que je ne savais même pas, tu vois, pour Blanche-Neige, quand j'ai parlé de Blanche-Neige, oui. Je savais pas que ça venait... bon, je savais que c'était les frères Grimm et que c'était un conte allemand, mais je pensais pas que Blanche-Neige avait vraiment existé, Voilà. tu vois? Par Maria Dertal, tu vois? Jamais j'aurais cru qu'il y avait cette histoire. Pour ça, c'est beau les contes. Ça nous apprend tellement de belles choses. J'adore. Oui, et des histoires, voilà, parce que les conteurs, bah, c'est des histoires qu'ils entendent, des vécus. Ils prennent leur propre vie, mais aussi des histoires qu'ils entendent autour d'eux. Ils s'inspirent de tout ce qu'ils peuvent prendre, tout ce qu'ils peuvent se nourrir, tout ce qu'ils peuvent ressentir. Et oui. Donc Andersen, en tous les cas, il avait cette hypersensibilité et la princesse au petit pois, c'est vraiment, ça retrace un petit peu son parcours et son hypersensibilité en tant que garçon, qui était beaucoup plus moqué qu'une fille qui est sensible. Et comme tu disais tout à l'heure, encore plus à cette époque-là. Hein. Encore plus. Mais même, je trouve que maintenant, encore, hein, on dit aux garçons, les hommes, voilà, ils veulent pas des fois montrer qu'ils sont trop sensibles. Moi, j'ai déjà eu des artistes hommes, même des artistes hommes, oui, qui me disaient qu'ils étaient hypersensibles, mais qu'ils voulaient pas montrer. Parce qu'ils avaient peur qu'on se moque d'eux, qu'on les croit faibles. Oui, c'est ça, c'est la faiblesse en fait. Voilà, ils pensent que c'est de la faiblesse, alors que, bah oui, parce qu'on veut mettre une étiquette, voilà, t'es un homme, tu pleures pas, tu dois pas montrer, tu dois être tout le temps fort. Bon, moi, ce que je dis, moi, un homme qui pleure, ça me fait quelque chose. Moi, je vais pas me moquer de lui parce que un homme va pleurer ou va se sentir pas bien. Tu vois? Je veux dire, c'est dur. C'est dur de pas montrer ses sentiments et de pas lâcher ses émotions. Ça doit être très dur pour certaines personnes parce qu'ils pensent que c'est une faiblesse. Alors que pas du tout. Au contraire, c'est une force. Eh ben oui, c'est une force. C'est ce que je dis, hein, moi, aux personnes qui se sont confiées à moi, qui m'ont dit ça, et surtout les hommes. Je dis, moi, à un moment donné, je dis, ben, à chaque fois, je dis, mais va te servir justement de cette sensibilité. Et que c'est là que justement tu vas aller super loin dans ta carrière. Et en général, quand je dis ça à quelqu'un, en général, ça va arriver. Parce que, voilà, je pense que c'est comme ça, moi. Tu sais, j'ai quand même mon arrière-grand-mère, oui, je t'avais dit, qui était cartomancienne. Oui. Et une autre guérisseuse. Et c'est vrai que j'ai gardé des choses comme ça où je peux ressentir le futur chez quelqu'un. Wow. Qui va se passer. Et des fois, je le dis pas trop parce que bon, je me dis, on va me prendre la Jessica. Mais voilà, c'est... Voilà. Chez nous, tu ne seras jamais malmené ou autre. Au contraire, on est entouré de personnes pareilles qui croient à tout ça. Bah, c'est pour ça que je suis sur Radio Antasia. Et oui, entre autres. Parce qu'on sait, on connaît la vérité. Voilà.
Et donc, alors, pour finir, quand même, pour voir un peu, parce qu'il y a le prince aussi qu'on a oublié d'en parler, parce qu'il va absolument se marier qu'avec une princesse. Donc, c'est l'étiquette, l'obligation du pouvoir de rester dans le cercle de la monarchie. Il lui est interdit d'épouser une fille du peuple. Et heureusement, ça a beaucoup évolué maintenant. Heureusement. Il y a des princes maintenant qui se mettent avec, voilà, bon, on a des exemples, mais qui vont avec des, des- des jeunes femmes qui ne sont pas forcément princesses et des jeunes femmes hypersensibles. Ou artiste aussi. Artiste, donc la sensibilité, elle aussi, est vraiment présente. Exactement. Mm. Oui. Et oui, oui. Oui, parce que bon, on se compte Andersen, voilà, il se moque un peu de la manie qu'ont les princes et les princesses de rester entre eux, tu vois. À un moment donné, tu vois. Une femme dort mal à cause d'un petit pois caché sous une pile immense de matelas et trouve ainsi qu'elle est une vraie princesse. Oh oui, quelle drôle d'histoire. Voilà, c'était ça en fait. C'était un conte assez déroutant à l'époque, mais qui est quand même formidablement drôle. Et puis, il permet de se poser plein de questions, voilà, rigolotes, de formuler des hypothèses, de jouer à changer la fin, le début ou le milieu de l'histoire. Enfin voilà, on peut imaginer plein de choses avec la princesse au petit pois. Et c'est ça que j'ai aimé dans cette histoire. Et puis le petit côté humoristique aussi, c'est vrai qu'il y a beaucoup de côté humoristique, c'est fou. Oui, Ça donne un ton léger au conte. oui, ah oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Et oui, le conte est un support merveilleux pour laisser galoper son imagination, une fenêtre qui s'ouvre. Et avec ce poids, pourtant tout petit, eh bien la fenêtre est immense. Alors, justement, parce qu'il faut quand même savoir aussi une chose, c'est qu'au Danemark, il y a un musée Andersen où c'est à Odense, la ville natale de Hans Christian Andersen, où en fait, ils ont fait des scènes cinéscéniques, en fait, avec les décors du conte des livres d'Andersen. Donc, il y a le livre de la princesse au petit pois qui est, qui est exposé, enfin voilà. La petite fille aux allumettes, enfin, il paraît que c'est absolument extraordinaire. Donc si on est fan des contes d'Anderson, il faut aller faire un tour là-bas. Voilà, à Odense. Waouh. Ils ont métamorphosé vraiment, alors je ne sais plus le lieu exactement, euh, c'est dans un musée, le musée HC, voilà. Ils ont complètement métamorphosé le musée, digne d'un des plus grands conteurs, c'est le pari réussi de la ville d'Odense, la ville natale de Christian Andersen, voilà. Où ils ont tout fait à l'intérieur, tu vois, il y a une musique cristalline, des jeux de lumière et d'illusions qui plongent le visiteur dans l'esprit et l'imaginaire du plus célèbre écrivain du pays. Mmh. Et à travers différentes stations, les visiteurs peuvent endosser les habits neufs de l'empereur, parce qu'il avait écrit ça aussi, retrouver le petit pois qui perturbe le sommeil de la princesse au petit pois, ou revivre le destin tragique de la petite fille aux allumettes. Donc ils ont fait vraiment des jeux dedans, dans ce musée, dans le décor. Voilà, on est plongé dedans. Eh ben, ah, tu nous apprends des trucs encore une fois, hein. C'est énorme. Voilà, et en plus, tu es dans ce musée, tu es plongé, mais vraiment, hein, dans l'atmosphère de l'écrivain. Celui qui a fait les décors, c'est un japonais, l'architecte japonais, Kengo Kuma, qui avait connu pour le nouveau stade olympique de Tokyo, qui a créé ça. Il a eu au moins, je ne sais plus combien d'années de travaux. Les 2 tiers de l'espace d'exposition se trouvent sous terre, dans une vaste salle tentaculaire. Et pour bâtir cet espace, eh ben, Kengo Kuma s'est inspiré d'un des contes d'Andersen, Le Briquet, voilà, dans lequel on voit un monde souterrain. Donc, c'est vrai que le spectateur, quand il arrive, il est complètement plongé dans un livre d'images, hein. Il est dans un autre monde, hein.
c'est une expérience merveilleuse à faire. Donc, je te donnerai les photos et et le lieu où on peut voir. Mais c'est quand même incroyable. Il y a eu au moins, je ne sais plus combien de personnes qui sont allées. Euh, c'est fou, même à un moment donné, on voit le palais de la Reine des Neiges, on voit des cristaux. Oh là là. Ça fait comme un espèce de dôme avec des miroirs, des jeux de miroirs. Et c'est fou, c'est fou, c'est fou. Je t'enverrai les photos, c'est sublime. C'est sublime. Alors là, si on peut faire ça en France, ça serait extraordinaire. Eh ben, là, tu nous donnes envie, Agnieszka, hein, vraiment. On sait où aller en vacances, hein, pour les prochaines vacances, les enchanteurs, on le sait maintenant. Ah oui, au Danemark, mais il y a de très très belles choses au Danemark. J'ai encore pas visité ce pays. Bah écoute, en tous les cas, d'aller sur les traces d'Andersen, je pense que ça doit être très très émouvant. D'ailleurs, je prévois moi d'y aller au Danemark et je veux aller là-bas. Je veux voir. Je veux pas que les photos. Oui, je te comprends. Parce que quand tu verras les photos, tu n'auras qu'une envie, c'est d'y aller. Wow. Vous allez avoir envie d'y aller. On va partager les photos, vous inquiétez pas les enchanteurs, hein, sur le chat. Hein. Donc si vous voulez voir à quoi ça ressemble, je vais les mettre. Ah oui, oui, non, c'est trop, trop, trop magique. C'est tellement bien fait. Et là, je te dis, on voit le lit de la princesse au petit pois avec les 20 matelas. Hein. Énorme, ils ont réussi à faire ça, quoi. Ah, ils ont réussi à faire ça. T'as le lit, il est tout doré. T'as des magnifiques rideaux rouges. Et alors, c'est quand même drôle. Parce que moi, sur ma chaîne, Le Miroir des Contes, j'ai joué la princesse au petit pois. Et dans un de mes décors, j'ai un lit comme ça, qui est similaire avec le rideau rouge. Et j'avais pas vu ça. J'avais pas vu ça. Donc t'es connecté sans le savoir à cette histoire, quelque part. bah oui, des fois je retrouve, c'est-à-dire je regarde pas forcément des fois les gravures ou chez les uns, chez les autres, ou bref, ça vient dans mon imaginaire et suivant comment je lis l'histoire, donc il y a des choses qui vont venir, tu vois, en images. Les hypersensibles, on a ça, hein, on peut ressentir les choses, on a l'impression, on lit quelque chose, et d'un coup on peut voir le décor, c'est comme si on est dedans, quoi. Et c'est fou, mais c'est exactement comment je l'avais imaginé. Ah ouais? Et quand j'ai vu la photo, j'ai dit, mais c'est fou, quoi. C'est fou. C'est comme si je connaissais déjà le lieu. Donc voilà, il n'y a pas de hasard, à mon sens, quand on est relié, quand on est connecté, quand on a de l'émotion autour de quelque chose, que ce soit les contes ou autres, il y a forcément une réminiscence antérieure. Moi, j'y crois à fond. Oui, tout à fait. Mm. Et puis, moi, j'ai aimé cette histoire parce que c'est en même temps pour mettre en avant aussi l'hypersensibilité. Et puis dire aux personnes qui sont hypersensibles, que vous êtes des êtres magnifiques et merveilleux, avec plein de pouvoir. Et voilà, d'avoir cette chance-là, de l'avoir. Magnifique chronique, ma très chère Agnieszka. Merci pour tout, vraiment, c'est merveilleux. Alors, on te retrouve le mois prochain, le 23 mars. Oui. Et oui, le 23 mars. Alors, je vais poser la question parce que est-ce que vous aimez Blanche-Neige? Est-ce que vous aimez La Belle et la Bête? Est-ce que vous aimez Alice au Pays des Merveilles? Sans rire, les trois en un seul? Eh bien, oui. Les trois en un seul. Il est dans un conte merveilleux. Celui-là, c'est celui qui m'a énormément touchée. Eh bien, c'est Blondine, Bonne Biche et Beau Minon de la comtesse de Ségur. Waouh, je connais pas non plus. Et voilà, c'est le Miroir des Contes. En fait, nous sommes là, enfin, le Miroir des Contes, je suis la seule à avoir justement joué et mis en scène ce conte-là. Eh ben. Et d'ailleurs, je suis très étonnée parce que c'est une histoire absolument merveilleuse. Et si vous aimez Blanche-Neige, La Belle et la Bête et Alice au Pays des Merveilles,
vous allez vous régaler. Vraiment. Et c'est un conte méconnu, mais qui mérite. Et moi, je fais beaucoup de conférences là-dessus, sur ce conte-là, parce que je trouve vraiment qu'il mérite beaucoup. Et j'ai des enseignants d'ailleurs qui, à travers ma vidéo, le montrent à leurs élèves, tu vois. Ah oui. Donc, ça me touche beaucoup. Et voilà, je suis contente que cette histoire ne soit pas oubliée. Parce que la comtesse de Ségur était aussi une hypersensible. Ha ha ha. Et je remarque quand même que beaucoup d'artistes, d'écrivains sont sensibles. Hein. De toute façon, il faut être sensible pour écrire, pour créer des choses comme ça. Hein. Oui. C'est pas surprenant. Oui. Oui. Ah oui, et puis surtout les contes pour enfants. Il faut savoir parler. Quoi que je dirais, les frères Grimm, des fois, étaient durs. Eux, par contre, dans leur écriture, ils sont beaucoup plus durs, des fois. Hein. Et Andersen, on sent lui, la différence, il a quand même cette sensibilité. On voit des fois, parce que c'est triste, des fois. C'est très triste, hein. Ah, moi, quand je pense à lui, je pense à La Petite Sirène. Hein. Et vraiment, voilà. Je crois que c'est le conte le plus dingue en émotion que j'ai pu lire et voir. Ah oui, La Petite Sirène, et comme je disais, ça reflète aussi son histoire qu'il a vécue, un chagrin d'amour. Mais il l'a vraiment bien retranscrit. Hein. Parce que, rien que de parler La Petite Sirène, j'ai des frissons. Ah bah tu vois. Donc, voilà, et puis La Reine des Neiges aussi, oui, il a écrit en quelques jours. Hein. La Reine des Neiges, en 3 jours, il a écrit La Reine des Neiges. C'est fou. Il était connecté complètement avec ça. Et d'ailleurs, c'est là où il a eu beaucoup de succès. Et que même s'il a été très, très, très moqué, il ne s'est jamais arrêté. Et ça, c'est mon message aussi, c'est continuer, même si qu'il y a des moqueries et tout. On coupe, on ferme la porte à tout ce qui nous correspond pas. On continue. Voilà. On se met dans notre petite bulle. On va sur Radio Antasia. On va avec la chouette équipe. Et les enchanteurs. Et les enchanteurs. Voilà, oui. Bien sûr. Bah oui, les enchanteurs. Voyons. Donc voilà, je vais vous préparer ça pour le mois prochain, dans ce conte merveilleux. Et pour ceux qui veulent le voir un petit peu, vous pouvez regarder sur Internet. Mais bon, voilà. Blondine, Bonne Biche et Beau Minon de la comtesse de Ségur. En tous les cas, c'est le plus long de mes contes puisqu'il fait 40 minutes sur ma chaîne. Donc, ça a été le plus long. Donc, on a hâte de découvrir cette pépite le mois prochain. Mais donc, allez-y, allez faire un tour sur la chaîne YouTube d'Agnieszka, donc le miroir des contes sur YouTube, et allez voir cette jolie pépite qu'elle nous propose. 40 minutes, c'est énorme. Hein. C'est magnifique. Tu as dû avoir un travail de ouf. Hein. Ah, le travail a été le plus long parce que j'ai même pas pu tout mettre, parce qu'il est long, le conte de la comtesse de Ségur. Hein. Et là, oh là là, moi j'ai adoré, ça me donne des frissons. Hein. Alors celui-là, il me donne vraiment des frissons. Parce que, comme je dis, il y a La Belle et la Bête, Alice au Pays des Merveilles. Donc, et même Blanche-Neige, donc voilà. Elle a été très inspirée, mais il n'y a pas du tout de plagiat, hein, du tout, hein, dans ce qu'elle fait. Hein. C'est juste qu'on ressent cette atmosphère et vous allez comprendre pourquoi. Ok, tout un programme, les amis. On te fait plein de bisous, ma très chère Agnieszka, et encore merci pour tout. Eh bien, moi aussi. Et puis, je vous dis à très vite sur les ondes. Passez un beau dimanche. À très bientôt, les hypersensibles. Merveilleux et magiques. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia.